La pluie n'avait pas cessé depuis le matin. C'était comme si le ciel lui-même était en deuil avec moi. Je me tenais là, mon parapluie noir tremblant dans le vent, regardant le cercueil de ma mère disparaître sous la terre humide. Tout le monde pleurait, sauf mon père. Il n'était pas là. Il était à Tahiti, souriant à côté de sa nouvelle maîtresse, leur verre de champagne levé comme pour célébrer la mort de ma mère. Quand la dernière pelletée de terre frappa le cercueil, je murmurai « Au revoir » à travers des dents serrées. Cette nuit-là, la foudre déchira le ciel de Lyon alors que j'étais assise seule dans mon appartement, fixant de vieilles photos d'elle. Puis mon téléphone vibra. Je ne suis pas morte. Viens au cimetière maintenant. Ça venait de son numéro, celui de ma mère. Ma gorge se serra et mes mains devinrent froides. J'attrapai mes clés de voiture, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas si je conduisais vers un miracle ou la folie. Je m'appelle Chloé Dubois, et jusqu'à il y a une semaine, je pensais que ma vie était normale. J'avais un petit appartement avec vue sur le Rhône, un travail de designer indépendante et une mère qui appelait tous les dimanches pour me rappeler de prendre mon petit déjeuner. J'avais l'habitude de lever les yeux au ciel en lisant ces textos, « Prends tes vitamines, ma chérie. Ne saute pas encore le dîner. » Je n'aurais jamais cru qu'il me manquerait. Le jour de sa mort a commencé comme n'importe quel autre. Je terminais un projet pour un client quand un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose, un étrange instinct, m'a poussé à répondre. Est-ce bien mademoiselle Chloé Dubois? La voix de la femme tremblait. J'appelle de l'hôpital de la Croix-Rousse. Je suis tellement désolé. Votre mère est décédée ce matin. Arrêt cardiaque soudain. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Le monde bascula. Les couleurs s'estompèrent. Non, murmurai-je en secouant la tête. Vous vous êtes trompé de personne. Ma mère va bien. Elle peignait ce matin. Je suis désolé, répéta doucement l'infirmière. Les mots résonnèrent dans mes oreilles longtemps après qu'elle eut raccroché. Je me souviens être resté près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie tracer des lignes sur la vitre, mon reflet d'une pâleur fantomatique. Ma mère, ma meilleure amie, mon ancre, était partie. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose clochait. Elle n'avait aucun problème cardiaque. Elle faisait de l'exercice, riait facilement, mangeait sainement. Comment pouvait-elle simplement arrêter de vivre? Quand j'ai appelé mon père, son ton était presque ennuyé. C'est vrai, dit-il platement. Élise est partie. Le médecin a dit que c'était rapide. C'est tout? Lâché-je, la voix brisée. C'est tout ce que tu as à dire? Un soupir. Chloé, elle est morte. Pleure si tu en as besoin, mais ne sois pas dramatique. Je m'occuperai de la paperasse. Puis il a raccroché. C'est à ce moment-là que mon chagrin s'est transformé en feu. Quelque chose en moi me murmurait que mon père n'était pas en deuil. Il était soulagé. Et cela me terrifiait d'en connaître la raison. 3 jours plus tard, la pluie n'avait toujours pas cessé. C'était comme si la ville elle-même refusait de tourner la page. Le cimetière sentait la terre humide et les lys. Des gens en noir se tenaient sous des parapluies, murmurant des condoléances qui parvenaient à peine à mes oreilles. Je ne pouvais pas détacher mon regard du cercueil. Le nom de ma mère, Élise Dubois, était gravé en lettres d'or. Ma gorge me brûlait. Tu ne méritais pas ça, murmurai-je. Derrière moi, des parents chuchotaient aussi. Où est Richard? Son mari n'est même pas venu. C'est honteux. Je serrai les poings. Mon père m'avait envoyé un texto la veille. Occupé par des affaires à l'étranger. Gère les funérailles. Aucune excuse. Aucune honte. Juste des affaires. Quand le prêtre commença à prier, je sentis mes jambes trembler. La petite fille de ma cousine, Léa, tira sur ma manche. Tante Chloé, chuchota-t-elle. Si mamie est au paradis, est-ce qu'elle peut nous voir? Je me suis agenouillé, la voix brisée. Oui, mon bébé. Elle peut nous voir. Elle nous regarde en ce moment même. Alors que le cercueil descendait, une rafale de vent froid balaya les lieux, retournant mon parapluie. Les paroles du prêtre se brouillèrent dans le rythme de la pluie battante. Chaque goutte ressemblait à un battement de cœur que je ne pouvais plus atteindre. Quand ce fut terminé, tout le monde est parti.
Tout le monde sauf moi. Je suis resté, fixant la terre fraîchement retournée jusqu'à ce que mes genoux s'enfoncent dans la boue. Maman, murmurai-je. S'il y a une justice dans ce monde, il paiera pour ce qu'il t'a fait. Je te le promets. Un éclair zébra le lointain, une cicatrice blanche sur le ciel sombre. Je le pris comme une réponse. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, trempé et vide. J'ai pris une douche, enfilé un de ces vieux pulls, et je me suis assise dans le noir, faisant défiler sans but le profil de mon père sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je l'ai vu sa nouvelle publication, une photo de lui sur une plage ensoleillée, le bras autour d'une jeune femme aux cheveux parfaits. La légende disait « Nouveau départ ». Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Pendant que j'enterrais ma mère sous la pluie, mon père souriait sous un ciel tropical. Quelque chose en moi s'est brisé, et quelque chose de plus sombre a commencé à s'éveiller. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de l'appartement ressemblait à un murmure venu d'ailleurs. La tempête dehors hurlait à travers les fissures de mes fenêtres, et je ne cessais de voir le visage de ma mère tel qu'il était dans le cercueil, immobile et paisible. Trop paisible. J'ai essayé de me distraire en faisant défiler des photos sur mon téléphone. Maman tenant son pinceau, riant dans le jardin. Maman m'apprenant à faire une tarte aux pommes. Maman me serrant dans ses bras après ma première rupture. Chaque souvenir était comme un coup de poignard. Puis mon téléphone a vibré. Au début, je l'ai ignoré. Probablement un message de condoléances d'un ami. Mais ensuite, j'ai vu le nom sur l'écran. Maman. Je me suis figé. Le sang quitta mon visage. Son numéro. Celui que je n'avais pas pu me résoudre à supprimer. Mon cœur s'emballa en ouvrant le message. Un seul message. Je ne suis pas morte. Viens au cimetière maintenant. Pendant un long moment, je suis resté à le fixer. Mon cerveau tentait de trouver une explication logique: piratage, mauvais numéro, mauvaise blague, mais mon corps avait déjà décidé. J'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture et j'ai couru. La pluie dehors semblait plus vive, plus froide, presque intentionnelle. Mes essuie-glaces luttaient contre le déluge alors que je conduisais vers le cimetière, les phares fendant des rideaux d'eau. Chaque instinct me hurlait de faire demi-tour, mais je ne pouvais pas. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Fais confiance à ton cœur, Chloé. Même quand ton esprit a peur. Quand j'ai atteint les grilles, l'endroit était noyé dans le brouillard. Les lampadaires vacillaient faiblement, projetant de longues ombres sur les pierres tombales. Je me suis garé, je suis sorti, et le vent m'a immédiatement coupé le souffle. Maman, ai-je appelé, la voix tremblante. Silence. Juste le bruit de la pluie sur le métal et la pierre. Puis, tout au fond, près des saules, une forme vague a bougé. Une silhouette petite, voûtée, enveloppée dans un manteau trempé. Maman. Ma lampe de poche tremblait dans ma main alors que je la levais. Le faisceau attrapa son visage pâle, fragile, mais vivant. Ses yeux noisettes si familiers, se remplirent de larmes. Chloé, murmura-t-elle. Mon monde vola en éclats. La lampe de poche tomba, atterrissant dans la boue avec un bruit sourd. J'avançai en titubant, le cœur battant d'incrédulité. Maman, comment? Comment es-tu vivante? Elle prit mes mains, ses doigts glacés mais réels. C'est moi, ma chérie, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais tu ne dois dire à personne que je suis vivante. Je la regardais, trempée et tremblante alors que la pluie redoublait d'intensité, effaçant la dernière frontière entre la vie et la mort. Je ne pouvais cesser de fixer son visage. Sa peau était pâle, presque translucide. Ses cheveux emmêlés par la pluie, mais ses yeux ils étaient vivants, réels. Ma voix se cassa. Maman, tout le monde t'a vu. Je t'ai vu. Tu étais partie. Elle me serra dans une étreinte tremblante. Pendant une seconde, le monde disparut. La tempête, le cimetière, la folie. Il n'y avait que son battement de cœur contre le mien, faible mais régulier. Puis elle murmura, « Chloé, nous ne pouvons pas rester ici. Quelqu'un pourrait nous voir. » Nous nous sommes dépêchés sous la pluie jusqu'à une petite berline argentée garée sous les arbres. Je suis monté, mon corps tremblant encore. « Maman, s'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. » Elle ne démarra pas le moteur tout de suite. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchirent.
Ton père, dit-elle enfin. Richard, il a essayé de me tuer. Mon estomac se noie. Quoi? Ses yeux se remplirent de larmes. Il n'est pas l'homme que tu crois. Pendant des mois, il m'a menacé, me forçant à transférer mes parts de la société, mon atelier d'art, tout ce qui était à mon nom. Quand j'ai refusé, il a dit qu'il me ferait disparaître. Les mots frappèrent comme la foudre. Je secouai la tête. C'est insensé. C'est ton mari, mon père. Sa voix se brisa. C'est un homme d'affaires, Chloé. Pour lui, les gens sont des atouts ou des obstacles. Et j'ai cessé d'être utile. Elle me raconta la nuit où elle était, morte. Sa poitrine lui faisait mal depuis des jours, le stress la rongeant. Elle s'était effondrée en peignant, et leur femme de ménage, paniquée, avait appelé une ambulance. À l'hôpital, papa était arrivé non pas avec inquiétude, mais avec des documents. Il voulait qu'elle les signe tant qu'elle pouvait encore tenir un stylo. Quand elle refusa, il sortit sans un regard en arrière. Mais maman n'était pas seule. Une de ses anciennes élèves, Martine, travaillait comme infirmière à l'hôpital. Martine avait vu des bleus sur le bras de maman des semaines auparavant et savait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a aidé, murmura maman. Elle a échangé les dossiers, fait croire que mon cœur s'était arrêté. Ils ont utilisé un mannequin dans le sac mortuaire. Pendant que tout le monde me croyait parti, Martine m'a fait sortir par la porte de derrière. Je portais une main à ma bouche. Tu as simulé ta mort. Des larmes coulaient sur son visage. C'était le seul moyen de survivre, Chloé. Dehors, le tonnerre gronda si fort que la voiture en trembla. Je pensais que tu serais en sécurité une fois que je serais parti, dit-elle doucement. Mais quand j'ai vu ce qu'il a posté, nouveau départ, j'ai su qu'il n'arrêterait pas. Il viendra pour tout. Même pour toi. Je la regardais, mon cœur battant plus fort que la pluie. Alors nous l'arrêterons en premier. Ses yeux s'écarquillèrent. Chloé, non. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Je croisai son regard, ma voix ferme. Je sais exactement de quoi il est capable. C'est pourquoi nous devons le démasquer. Pendant un long moment, elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Non pas comme une fille, mais comme quelqu'un qui pouvait enfin se défendre. Puis elle hocha la tête, lentement mais sûrement. D'accord. Mais si nous faisons ça, nous le faisons intelligemment. Pas d'erreur. La pluie commença à s'estomper, ne laissant que le faible bruit de l'eau s'égouttant des arbres. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma mère n'était pas morte dans cet hôpital. Elle était ressuscitée, et j'étais sur le point de la rejoindre. Le lendemain matin, la ville semblait différente, plus froide, plus nette, comme si elle savait ce que j'avais appris. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de mon père à l'hôpital, calme, détaché, comme si la mort de ma mère n'était qu'une ligne sur une feuille de calcul. Maman est restée cachée dans une planque à la périphérie de Lyon. Son amie Martine venait la voir toutes les quelques heures. J'ai promis de ne le dire à personne, pas même à ma meilleure amie, pas même à la police. Pas encore. Mais je n'étais pas doué pour attendre. À 8 heures du matin, mon père a appelé. Son ton était suave, presque joyeux. Chloé, ma chérie, je finalise la succession de ta mère aujourd'hui. J'ai besoin de ta signature sur quelques documents. Je serrai le téléphone si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Des documents? Juste de la paperasse, dit-il. Rien dont tu dois t'inquiéter. Passe au manoir ce soir. J'ai accepté. Puis j'ai envoyé un texto à maman. Il passe à l'action. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Laisse-le croire qu'il gagne. Cette nuit-là, la maison où j'avais grandi ressemblait à la maison d'un étranger. Tout brillait sol en marbre, lustre en cristal, mais l'air était épais, lourd, malsain. Il m'a accueilli avec ce sourire de politicien. Tu as l'air fatigué, Chloé. Tu perds le sommeil pour de vieilles choses. Pour des choses mortes, dis-je froidement. Ou des gens qui sont censés être morts. Il s'arrêta, les yeux plissés. Fais attention à tes mots. Et quoi? Nous nous sommes assis dans son bureau. Il fit glisser un épais dossier sur le bureau. Ce sont des formulaires de transfert pour les propriétés de ta mère. Comme tu es sa seule héritière, j'ai besoin que tu signes pour consolider la propriété. Ensuite, nous pourrons avancer.
Je feuilletai les pages, le cœur battant. La signature de ma mère y figurait déjà. Parfaitement contrefaite. Je levai lentement les yeux. Tu as imité sa signature? Il eut un petit rire. Tu crois que j'ai besoin d'imiter quoi que ce soit? Ta mère a accepté cela avant de mourir. Drôle, dis-je en me levant. Parce que je me souviens qu'elle disait qu'elle préférerait tout brûler plutôt que de te le laisser. Son sourire s'évanouit. Assieds-toi. Je ne signerai pas, Chloé, dit-il doucement en se penchant en avant. Je sais que tu es en deuil, mais ne m'oblige pas à faire ce qui est nécessaire. Le voilà. Ce ton, ce contrôle glacial, la même voix qui avait terrifié ma mère pendant des années. Ma main tremblait, non de peur, mais de rage. Tu l'as déjà tué une fois. Tu ne le feras pas une deuxième fois. Il se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Je le regardai droit dans les yeux. J'ai dit que tu ne t'en tireras pas comme ça. Une lueur de panique traversa son visage. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu as parlé à quelqu'un. J'ai dit, rien. Il attrapa le dossier, respirant lourdement, et lança, sors d'ici maintenant. Je me tournai vers la porte, mais pas avant d'apercevoir dans le miroir le reflet d'un petit coffre-fort derrière son bureau, une serrure à code à moitié cachée par une photo de famille. Je souris faiblement. Bien sûr, papa. Je m'en vais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis introduite dans son bureau après minuit en utilisant le double des clés que j'avais encore de mon enfance. Le coffre-fort s'est ouvert à la 3e tentative. Son mot de passe était l'anniversaire de ma mère, bien sûr. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des transferts à l'étranger, de faux contrats et une clé USB. J'ai tout copié sur la mienne et je suis parti aussi silencieusement que j'étais venu. Quand je suis retourné à ma voiture, mes mains tremblaient. J'ai de nouveau envoyé un texto à maman. Je l'ai. Sa réponse est venue instantanément. Bien. Maintenant, Chloé, sois prudente. Il saura. Le message venait à peine d'être envoyé que mon téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Tu crois que je ne le remarquerai pas, Chloé? Mon sang se glaça. C'était mon père. Mon cœur s'arrêta. Son texto brûlait sur l'écran comme un avertissement de l'enfer. Tu crois que je ne le remarquerai pas, Chloé? Je regardais autour de moi. La rue à l'extérieur de ma voiture était déserte. Juste la pluie, les reflets des néons et mes propres mains tremblantes. Ma poitrine se serra. Il savait. Puis mon téléphone sonna. Sa voix parvint, basse, posée, terrifiante de calme. Tu as toujours été intelligente, dit-il. Mais tu as oublié qui t'a appris à mentir. J'ai dégluti difficilement. Tu ne me fais pas peur. Il rit doucement. Vraiment? Rentre à la maison, Chloé. Parlons, ou je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir volé. Volé, ai-je lâché? Tu veux dire des preuves? Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel cri. Puis, doucement, si tu es intelligente, tu les détruiras. Sinon, peut-être qu'un autre enterrement sera nécessaire. Il a raccroché. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Mon reflet dans le pare-brise semblait pas les briser. Mais je me suis souvenu des mains tremblantes de ma mère agrippant ce volant, murmurant, il viendra pour tout, même pour toi. Plus maintenant. J'ai conduit directement à la planque. Maman a ouvert la porte, toujours en robe de chambre, les yeux écarquillés de peur. Chloé, que s'est-il passé? Il sait, dis-je en jetant la clé USB sur la table. Nous devons agir vite. Ces fichiers comptes offshore, signatures falsifiées, transactions assez pour l'enterrer. Elle fixa la clé, puis moi. Chloé, si nous allons à la police, il nous poursuivra avant qu'il ne puisse agir. Je croisai son regard, le souffle court. Alors nous ferons en sorte qu'il se détruise lui-même. Nous avons passé les 48 heures suivantes, avec l'aide de Martine, à envoyer anonymement les fichiers à la brigade financière et aux autorités financières. Maman a contacté une vieille amie avocate, Charlotte Leroy, qui a commencé à rédiger une déclaration officielle pour le moment où la tempête éclaterait. Mais la tempête est arrivée plus tôt. 2 nuits plus tard, des phares ont éclairé l'extérieur de la maison. Maman a jeté un coup d'œil à travers le rideau et s'est figée. C'est lui, murmura-t-elle. Richard.
Le coup qui suivit fit trembler tout le cadre. « Chloé !» Sa voix tonna à travers la porte. « Ouvre. Mettons fin à ce jeu ridicule. » La main de maman serra la mienne, tremblante. « Ne fais pas ça, il est dangereux. » Mais j'en avais fini de fuir. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là sous la pluie, trempé, furieux, les yeux injectés de sang, le costume chair collé à lui comme une armure qui se fissure. « Où est-elle » siffla-t-il. Je me suis mise dans l'embrasure de la porte. « Où est qui, papa ? La femme que tu as enterrée ? La femme que tu as essayé d'effacer ?» Sa mâchoire se crispa. « Tu ne comprends pas ce qu'elle m'a fait. Elle m'a ruiné. »« Elle t'aimait, dis-je. »« Tu t'es ruiné toi-même. » Il me bouscula, entrant en trombe et criant son nom. « Élise !» Maman sortit du couloir, fragile mais inébranlable. « Je suis là. » Il se figea. Pendant une seconde, la pluie dehors sembla s'arrêter. Son visage devint d'une blancheur fantomatique. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu es morte. » La voix de maman était ferme, calme sous le chagrin. « Tu as essayé de me faire mourir. » Il rit amèrement, tremblant. « Tu crois que tu peux prendre le travail de ma vie, ma compagnie, mon nom ? Tu n'es rien sans moi. » Je me suis interposé entre eux. « C'est là que tu te trompes. » Des sirènes résonnèrent au loin, de plus en plus fortes. Son visage se tordit, la prise de conscience se faisant jour. « Que as-tu fait ? » Les yeux de maman ne le quittèrent pas, « Ce que tu nous as appris, effacer ses traces. Malheureusement, tu en as laissé trop. » Des lumières rouges et bleues inondèrent la pièce alors que la porte d'entrée s'ouvrait en grand. Des agents de la brigade financière affluèrent, armes au poing. « Richard Dubois » cria un officier. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, blanchiment d'argent et tentative d'homicide. » Il se tourna vers moi, le désespoir perçant enfin à travers l'arrogance. « Chloé, dis-leur qu'ils ont tort. Dis-leur. » Je secouai lentement la tête. « Tu as enterré la mauvaise femme, papa. » Il se jeta sur moi en criant quelque chose d'incohérent, mais des agents le maîtrisèrent, lui tordant les bras dans le dos. La pluie dehors rugit de nouveau, noyant ses paroles alors qu'il l'emmenait. Son regard se fixa sur ma mère. « Tu le regretteras » cracha-t-il. Maman murmura simplement « Non, Richard. Je l'ai déjà regretté. » Lorsque la porte se referma, la maison tomba dans le silence, à l'exception du faible goutte-à-goutte de l'eau du porche. Je réalisai que je tremblais, non de peur, mais de soulagement. Maman s'effondra dans mes bras, sanglotant doucement. « C'est fini. » Je la serrai plus fort, sentant son cœur battre contre le mien. Le battement de cœur qui aurait dû s'arrêter il y a des semaines. « Ça ne fait que commencer, » dis-je. Dehors, l'aube se levait. La première lumière se répandit sur le sol humide, lavant la nuit. Pour la première fois depuis cet enterrement, la pluie avait enfin cessé. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de gros titres, de citations à comparaître et de flashs d'appareils photo. Le magnate de l'immobilier Richard Dubois arrêté pour fraude et tentative de meurtre. Toutes les chaînes d'information diffusaient sa photo, le même sourire confiant qu'il arborait lors des galas de charité, maintenant figé sous les mots « enquête criminelle ». Maman et moi avons suivi le déroulement des événements depuis une chambre d'hôtel tranquille. Loin du chaos, elle parlait à peine, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé intacte. « Chloé, dit-elle un matin. Quand j'ai épousé ton père, je pensais qu'il était le genre d'homme qui construisait des choses. Je n'ai jamais réalisé qu'il était du genre à les détruire. » Je pris sa main. « Il ne nous détruira plus. » Le procès commença 3 mois plus tard. La salle d'audience était bondée journalistes, avocats, actionnaires qu'il avait autrefois loués chuchotant maintenant comme des vautours. Mon père était assis au banc des accusés, costume gris froissé, cheveux en désordre, l'arrogance disparue de ses yeux. Il ne nous regardait toujours pas. Lorsque ma mère a pris la barre, la salle est tombée dans le silence. Elle a parlé lentement, délibérément, chaque mot tranchant l'air comme une lame. « J'ai simulé ma mort », a-t-elle dit. « Pas par vengeance, mais pour survivre. » Des murmures parcoururent l'audience. Les journalistes griffonnaient furieusement. Elle a décrit les menaces, les documents falsifiés, la nuit où il lui a dit qu'elle vaudrait plus morte que vive. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas effondrée.
Elle a juste dit la vérité. Quand ce fut mon tour, je me suis tenu devant le jury et je l'ai regardé. Mon père, l'homme que j'avais cru incapable de mal faire. Il m'a appris à être courageuse, dis-je doucement. Mais je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que j'utilise ce courage contre lui. Oh, il a finalement croisé mon regard. Pour la première fois, j'ai vu la peur non pas de la prison, mais de la vérité qu'il ne pouvait plus contrôler. Notre avocate, Charlotte Leroy, a fait jouer les fichiers audio et a présenté les preuves que nous avions rassemblées, les transferts à l'étranger, les contrats falsifiés, l'enregistrement de la dispute entre lui et mes grands-parents décédés. Les pièces de son empire se sont effondrées une par une sous le poids de sa propre tromperie. Lorsque le verdict est tombé, la salle a retenu son souffle. Coupable de tous les chefs d'accusation. Il a fermé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. Pas d'éclat, pas de déni, juste le silence. La voix du juge était claire et froide. Richard Dubois, vous êtes par la présente condamné à 30 ans de prison fédérale. Le son du marteau a résonné dans la chambre comme le tonnerre après une tempête. Maman a expiré, un tremblement la parcourant comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. J'ai pris sa main, et elle a serré la mienne en retour, des larmes brillantes, mais non versées. Alors qu'il l'emmenait menotter, il a jeté un regard par-dessus son épaule. Pendant un battement de cœur, ses yeux se sont adoucis, le plus faible fantôme du père que j'avais autrefois aimé. Puis il a disparu. À l'extérieur du palais de justice, les appareils photo crépitaient, les microphones se tendaient vers nous. Madame Dubois. Mademoiselle Dubois, qu'est-ce que ça fait de faire tomber l'un des hommes les plus puissants de Lyon? Maman s'est arrêtée, les coins de sa bouche se soulevant en un léger sourire fatigué. Ça ne ressemble pas à une victoire, a-t-elle dit. Ça ressemble à la liberté. Le lendemain matin, les gros titres l'appelaient « La femme revenue d'entre les morts ». Mais pour moi, elle n'était pas un fantôme revenu à la vie. Elle était la preuve que la vérité, aussi enfouie soit-elle, trouve toujours un moyen de refaire surface. Des mois passèrent après le verdict, et pourtant, chaque matin, je me réveillais encore en m'attendant à entendre l'écho du marteau. Le cauchemar était terminé, mais ses ombres persistaient. Maman et moi avons déménagé sur la Côte d'Azur, loin des tours de verre et des costumes élégants de Lyon. Elle a acheté un petit cottage au bord de la mer avec de la peinture blanche écaillée et un jardin qui respirait à nouveau la couleur. Ses journées étaient lentes et douces, à enseigner la peinture aux enfants du coin, à remplir des toiles avec les mêmes marguerites sauvages qu'elle cultivait autrefois dans notre ancien jardin. Un après-midi, je l'ai trouvée debout au bord de l'eau, un pinceau à la main, fixant l'horizon. « Qu'est-ce que tu peins ?» ai-je demandé. Elle a souri faiblement. « La liberté. » J'ai ouvert un petit studio de design à proximité et je l'ai nommé Élise et Chloé Création. Ce n'était pas seulement du travail, c'était une promesse. Nous allions construire quelque chose d'honnête, de beau et de vivant. La vie est redevenue lentement calme, simple, sûre. Mais de temps en temps, le passé chuchotait. Les journalistes envoyaient encore des lettres. Les investisseurs suppliaient maman de raconter son histoire pour des documentaires. Elle refusait toujours. Je n'ai pas besoin de le revivre, disait-elle doucement. J'ai juste besoin de vivre. Un soir, alors que le soleil plongeait bas sur l'océan, je me suis assise sur le porche avec elle et une tasse de thé. L'air sentait le sel et la terre humide. Je l'ai regardée, encore à moitié incrédule. Maman, je n'ai jamais demandé qui avait envoyé ce texto cette nuit-là. Celui qui m'a amené à toi. Elle a levé les yeux, le coucher de soleil se reflétant dans ses yeux. Ce n'est pas moi, dit-elle doucement. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Ça venait de ton numéro. Mon téléphone était éteint. Martine l'a pris. Je ne l'avais pas cette nuit-là. Nous sommes restés assis en silence alors que les vagues sifflaient contre les rochers. Un frisson me parcourut l'échine, mais pas de peur d'admiration. Peut-être que le destin avait composé ce message lui-même, ne voulant pas laisser un mensonge gagner. Maman s'est penchée et a pris ma main. Quoi que ce soit, dit-elle, ça nous a sauvés. J'ai hoché la tête, souriant à travers la boule dans ma gorge. Non, maman, c'est toi qui nous as sauvés. Dans la lumière déclinante, je l'ai vue comme j'avais toujours voulu me souvenir d'elle. Pas une victime, pas un fantôme, mais une femme ressuscitée. Quand je suis rentré plus tard, le ciel brillait d'un orange profond, de la même couleur que les marguerites qu'elle aimait. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent marin remplir la voiture.
Pour la première fois depuis une éternité, je n'étais pas hanté. La vérité nous avait libérés. Et bien que nous ayons tout perdu une fois, argent, réputation, même l'une l'autre, nous avions trouvé quelque chose de plus rare, la paix. Alors que la route s'éloignait de la côte, j'ai murmuré dans le vent, « Bonne nuit, maman ». Et pour la première fois depuis cet enterrement, j'ai juré entendre à nouveau sa voix, douce, certaine, vivante. Bonne nuit, ma chérie. La tempête était passée, et nous étions enfin à la maison.